Bonjour, on va commencer. Alors, je vous souhaite la bienvenue au webinaire Vivre avec le cancer, s'outiller pour résoudre des conflits en assurance, présenté par Glenn O'Farrell et maître Stéphanie Robillard de l'Ombudsman des assurances de personnes et moi-même. Je m'appelle Laure Lerberg et je suis adjointe à la direction générale au développement des programmes et services à la Fondation québécoise du cancer. Simplement quelques petites informations avant de commencer. Vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage et tout au long de la présentation, et en fait, on y répondra à la fin. S'il vous plaît, veuillez éteindre votre micro et je tiens à vous préciser que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur nos réseaux sociaux pour celles et ceux qui souhaitent le revoir, et un court sondage vous sera envoyé à la fin pour recueillir vos commentaires. Alors, nous allons commencer avec la présentation de la Fondation québécoise du cancer. Notre mission est de soutenir au quotidien des personnes atteintes de cancer et leurs proches partout au Québec en proposant des services concrets adaptés à leurs besoins. Donc, la Fondation québécoise du cancer a déjà 43 ans et elle est déjà venue en aide à 1,5 million de Québécois. Et elle continuera évidemment d'avoir un impact majeur dans la vie des personnes atteintes de cancer et leurs proches. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a une offre de services qui est très riche et variée. Alors, les services InfoCancer. On va commencer. Ce sont des services qui sont gratuits, confidentiels, notamment avec la ligne InfoCancer. Donc, les personnes atteintes de cancer et les proches, ils peuvent appeler et parler avec une infirmière spécialisée en oncologie sur la prévention, l'accompagnement d'un proche, le retour au travail, n'importe quelle question qui touche au cancer et au sujet afférent au cancer. Et aussi, après une évaluation, les infirmières peuvent faire du référencement pour un autre service gratuit de consultation auprès de soit des psychologues ou de nutritionnistes. Vous pouvez aussi parler à l'une de nos documentalistes, à la bibliothèque InfoCancer. La Fondation possède une multitude de documents qui traitent de divers sujets par rapport au cancer. Donc, simplement, vous pouvez appeler la ligne InfoCancer et le prêt de livres est gratuit partout au Québec. Nous avons des programmes de bien-être physique, notamment avec de la massothérapie sur table. Ça coûte 25 $ pour 1 heure. Donc, ce sont des massages qui sont prodigués par nos massothérapeutes spécialisés en oncologie. Ce que ça fait, c'est simple, ça réduit le stress, ça évidemment réduit la douleur et ça favorise un bien-être général, ça améliore la qualité du sommeil. Toutes nos massothérapeutes sont agréés par la Fédération québécoise des massothérapeutes en oncologie. Et nous faisons aussi de la massothérapie gratuite sur chaise dans les salles de chimiothérapie avec nos partenaires, évidemment, comme des hôpitaux. Nous proposons aussi de la kinésiologie. Alors, qu'est-ce que c'est la kinésiologie? C'est une forme de gymnastique douce où le kinésiologue va prendre le temps de faire le point avec vous lors d'une première rencontre et faire une évaluation sur quel type de cancer vous avez, quelles sont vos douleurs, vos symptômes. Et ça peut être fait soit par téléphone ou soit en présentiel. Et le kinésiologue va vous remettre, à la fin de votre première évaluation, il va vous remettre un document vraiment fait pour vous. Alors, vous pouvez par la suite faire un suivi avec le kinésiologue, puis comme ça, avancer dans votre cheminement de reprise d'activité physique. C'est très apprécié des personnes. Puis sachez que dès que vous avez fait votre première évaluation, vous pouvez par la suite faire des cours de kinésiologie en groupe. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très apprécié. Ce sont nos derniers services qu'on a mis en place, puis on en est très fiers. Évidemment, comme vous le savez, un diagnostic de cancer, ça peut engendrer des imprévus financiers. Donc, afin de préserver la dignité des personnes qui font face à la maladie, la Fondation québécoise du cancer offre des services juridiques gratuits. Donc, on est partenaire avec Juripop. Donc, simplement, vous pouvez aller sur notre site Internet, cliquez sur le lien de Finances et droits et vous aurez tous les contacts pour appeler Juripop. Et enfin, on propose une aide financière
disponible avec le programme d'aide à la vie quotidienne, le PAVQ. Tous les critères d'admissibilité sont disponibles sur notre site Internet. Du soutien psychologique, on en offre bien évidemment avec le jumelage téléphonique. Jumelage téléphonique, c'est un service gratuit qui permet aux personnes atteintes de cancer ou les proches de discuter en toute liberté avec une personne qui a été touchée par un cancer ou qui a vécu des épreuves similaires. C'est un service qui est très apprécié. Sachez que les bénévoles qui sont au jumelage téléphonique sont encadrés et formés par l'équipe d'InfoCancer, donc c'est vraiment un beau programme. On a beaucoup de personnes qui utilisent ce service aussi. Aussi, en soutien psychologique, on offre de l'art-thérapie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art-thérapie? Donc, il y a l'art et le thérapeute. Alors, on ne vous demande pas de savoir bien peindre ou dessiner, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est d'exprimer toute une gamme d'émotions à travers la création artistique. Alors, ça donne aussi de très, très belles choses. Ce service se donne en présentiel ou en virtuel. Et on en est très fiers, on a un groupe d'art-thérapie pour les jeunes et un groupe aussi spécialement dédié pour les proches aidants. Nous avons la méditation guidée. Alors, simplement, ça permet d'acquérir des techniques simples de réduction du stress et c'est accessible en tout temps vu que vous cliquez sur le lien sur Internet sur notre site web et vous pouvez avoir les sessions de méditation guidée tout de suite. Et comme vous le voyez à l'écran, on a le soutien pour les 15-39 ans avec le programme Afélix. Ce programme répond spécifiquement, évidemment, aux besoins des 15-39 ans qui ne sont, comme vous en doutez, pas les mêmes que quelqu'un qui reçoit un diagnostic vers 80 ans. Alors, on propose des thématiques plus ciblées sur cette tranche d'âge avec des dossiers thématiques, par exemple pour le premier emploi ou le retour aux études ou la fertilité, par exemple. Nous avons le répertoire des ressources en ligne, donc vous le trouvez aussi sur notre site Internet. On a répertorié plus de 2200 ressources disponibles à travers le Québec qui ont un lien avec le cancer. Donc, c'est divisé en 9 catégories de ressources. Ça va de l'aide à domicile au transport et accompagnement. C'est très, très apprécié. Évidemment, ce qu'on voulait aussi avec la pandémie, c'est que l'information soit de plus en plus accessible partout au Québec. Alors vraiment, ce service répond vraiment à ce besoin-là. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes accessibles dès l'investigation au suivi, soit par de l'information, du soutien, de l'écoute, jusqu'au retour de la vie active. Et enfin, pour nous joindre, un seul numéro, la ligne InfoCancer au 1-800-363-0063 ou sur notre site internet cancerquebec.com. Je vous remercie et je cède maintenant la parole à M. O'Farrell et Maître Robillard. Merci. Alors, bonjour et merci Laure de cette occasion que vous nous avez offert de vous présenter cet après-midi. Ce petit tour d'horizon sur un organisme qui offre des services à toute la population, enfin à tous les consommateurs canadiens du secteur de l'assurance de personnes. Alors, mon nom est Glenn O'Farrell, je suis ici avec ma collègue Stéphanie Robillard. Nous sommes tous deux de l'Ombudsman de l'assurance de personnes, qui est un organisme indépendant, impartial et qui dessert à toute fin pratique ce marché qui est constitué de personnes qui sont bénéficiaires d'assurance de personnes. Et la raison pour laquelle nous souhaitons vous parler cet après-midi, c'est tout simplement pour vous mettre au fait de certains services qui pourraient vous intéresser possiblement si vous avez recours à votre police d'assurance et que vous n'êtes pas satisfait de la solution qui vous est proposée par votre assureur et que vous vous demandez si vous avez d'autres recours. Alors, sur cette première, j'aimerais peut-être juste vous dire comment on va procéder aujourd'hui. On va dans un premier temps vous parler de l'OAP, l'organisme, très rapidement. Et voilà que
c'est un organisme qui, tu peux aller à la prochaine diapo, ça va, Stéphanie. L'organisme a été fondé il y a 20 ans. Et alors, en 2002, d'ailleurs, je pense que notre anniversaire, le 20e anniversaire, c'est le 29 novembre prochain. Et comme je vous mentionnais, c'est un service gratuit, indépendant et impartial. Il y a 29 millions de personnes au Canada, 29 millions de consommateurs qui ont accès directement ou indirectement à une police d'assurance de personnes. L'organisme est bilingue et accessible à tout consommateur dont l'assureur est membre de l'OAP. Et juste pour vous donner un peu l'ordre des enjeux, à peu près 99% des compagnies d'assurance de personnes au pays sont membres de l'OAP. Alors, si vous êtes assuré par un assureur canadien, il y a de très, très fortes chances que vous ayez accès à notre service. L'organisme n'agit pas seul, on agit dans un cadre réglementé par le Conseil canadien des responsables de la réglementation d'assurance. C'est un conseil constitué de tous les organismes, de toutes les agences de réglementation provinciale, dont l'AMF au Québec et les autres joueurs à travers le pays. Et d'ailleurs, nous avons aussi un conseil d'administration composé en majorité de membres qui sont indépendants et qui est là pour encadrer nos opérations. Enfin, nos bureaux sont situés à Montréal, Toronto et Edmonton. Et dans l'activité de tous les jours, on est disponible tous les jours de la semaine, surtout en ligne, comme vous pouvez vous l'imaginer. Alors, Stéphanie, est-ce que je te cède la parole ici ou tu veux que je continue? Oui, tu continues. D'accord. Alors, c'est un mode alternatif de résolution de conflits. Et ce qu'on veut dire par ça, c'est que c'est un recours que les assurés ont plutôt que d'aller vers les tribunaux pour faire appel aux tribunaux pour régler un problème ou pour faire une demande de clarification sur une réclamation qu'ils ont faite à leur assureur. Ils peuvent se tourner vers nous. Et voilà que c'est dans ce cadre-là qu'on agit, et on agit selon et notre mandat, il est très bien établi au sens qu'on est là pour aider le public consommateur. Alors, en tant qu'organisme de mode alternatif de résolution de conflits, l'OAP rend accessible des informations pertinentes sur les questions d'assurance vie et d'assurance santé, en premier lieu. Donc, on est là pour éduquer le public, on est là pour guider les consommateurs tout au long du processus de la plainte, si vous n'êtes pas satisfait de la résolution que vous propose votre assureur. On est là pour aider les consommateurs à trouver les informations dont ils ont besoin. Et c'est un service de base comme la recherche de police. Souvent, les gens se posent des questions sur est-ce qu'il y a une police d'assurance qui a été achetée par une personne qui est décédée. Et voilà qu'on fait la recherche pour justement aller valider si oui ou non il y a de telles polices. L'OAP fournit cette information, elle revise les plaintes et dans certains cas, l'OAP peut agir comme conciliateur et faire des recommandations de règlement non exécutoires. Prochaine diapo, s'il te plaît. Alors, ça sera ça. Désolée. Alors, ça sera mon tour maintenant. Alors, pour continuer la suite des choses avec le processus de révision des plaintes, voyons, je ne touche pas. Les types de plaintes qui peuvent être révisées par l'OAP sont toutes plaintes au niveau de l'assurance collective, d'assurance individuelle, donc de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance accident, voyage, santé complémentaire comme de l'assurance dentaire, perte d'emploi, assurance retraite et ainsi de suite. Alors, c'est tout le chapeau des assurances de personnes. Par contre, il y a certaines plaintes dont l'OAP ne peut réviser puisque c'est hors de la portée du mandat de l'OAP. Par exemple, des plaintes où c'est des assurances qui ont été souscrites à l'étranger, donc toute assurance vie ou maladie souscrite ailleurs qu'au Canada. Des plaintes qui font l'objet d'un recours devant les tribunaux, devant une cour de justice, devant un médiateur, un arbitre, ou encore toute plainte pour lesquelles il y a déjà eu une décision de rendu, que ce soit par les tribunaux, par un médiateur ou un arbitre.
les plaintes également qui sont soumises par une entreprise. Alors, ces plaintes-là, on ne les révise pas. Également, toute plainte qui réclame des intérêts, des dommages, intérêts ou exemplaires punitifs, des frais. Tout ce type de demande-là, c'est plutôt laissé aux tribunaux. Et également, lorsque c'est des plaintes qui concernent un régime de prestation aux employés qui n'a pas été émis par un assureur, mais que c'est plutôt l'assureur qui ne fait qu'administrer la réclamation au nom des employeurs. On appelle ça des services administratifs seulement. C'est ce que l'assureur fait. Alors ça, c'est des exemples de dossiers de plaintes où l'OAP ne pourra se pencher pour réviser. Si on regarde en gros notre procédure de révision, alors avec ce graphique-là, on voit que en haut, c'est toutes les demandes qui peuvent venir à l'OAP. Alors, il y a 3 types de demandes en fait. On a, comme Glenn vous a déjà expliqué, les recherches de police égarées. Alors, des gens qui disent j'ai un proche qui vient de décéder, je pense qu'il avait une police d'assurance vie, je ne suis pas certaine. Alors, il y a tout un processus qui peut être entamé en débutant avec une demande à l'OAP. Ensuite, on a toute assistance, toute aide aux consommateurs qui peut être des questions concernant un assureur comme tel, le processus de réclamation ou de plainte au sein d'un assureur. Ça peut être pour les aider à naviguer sur notre site web. Alors, ça, c'est toutes les questions qui peuvent être répondues. Et également, notre section de révision de plainte. Alors, la façon dont c'est fait, c'est que le processus de plainte doit être complet au sein de la compagnie d'assurance. Donc, par exemple, un assuré fait une réclamation d'assurance invalidité auprès de son assureur. La réclamation est refusée. Il y a toujours au sein de l'assureur un processus de révision. Alors, ça dépend, les termes ou les étapes peuvent différer au sein de chaque assureur, mais de façon générale, on peut avoir une révision. Ensuite de ça, il peut avoir une deuxième révision qui va s'appeler un appel. Et ensuite de ça, il peut avoir un autre niveau qui est un genre d'ombudsman au sein de la compagnie d'assurance. Alors, en bout de piste, il y a une lettre de position finale qui est émise par l'assureur et c'est à ce moment-là où une demande peut être faite à l'OAP. En d'autres mots, c'est un deuxième regard, une deuxième révision qui peut être faite avant de se tourner vers les tribunaux ou un organisme de régulateur provincial comme par exemple au Québec, l'AMF. Alors, c'est un choix finalement que l'assuré, le consommateur fait. S'il y a une lettre de position finale, alors c'est là où on a une responsable aux plaintes qui va évaluer la demande, s'assurer qu'il y a bien cette lettre de position finale-là de l'assureur. Si oui, on peut assigner le dossier ici, également s'il est dans le mandat de l'OAP. On peut ensuite assigner le dossier à un analyste aux plaintes qui va faire la révision de la plainte. Et là, on demande donc des informations aux consommateurs, des informations à l'assureur en question. Il y a beaucoup de documents qui sont envoyés à l'OAP. Tous ces documents-là sont révisés. Il y a aussi un appel qui est fait avec le consommateur, donc un type d'entrevue où le consommateur peut exprimer toute sa vision des choses et les faits. Alors, tout est révisé, y compris la police d'assurance, le contrat. Et si l'analyste aux plaintes croit que la plainte est bien fondée, ça peut être escaladé à un autre niveau qui devient le conciliateur, la petite bande rose du graphique. Alors, où là encore, il y aura enquête plus en profondeur. Il pourra avoir des échanges avec l'assureur et il peut avoir à ce stade-ci des négociations qui sont faites avec l'assureur, des recommandations non exécutoires qui sont faites aussi pour essayer d'en arriver à un règlement. Et il y a encore une autre étape qui est possible avec une enquête d'un expert en règlement de litige. Si il n'y a pas de règlement qui se fait au niveau de la conciliation et que l'enquêteur à ce niveau croit
que ça a lieu d'être, que ça soit escaladé à un expert en règlement de litige. En cours de route, dans tout ce processus-là, évidemment, ça peut être aussi des explications différentes, des explications vulgarisées, réponses aux questions du consommateur, mais où finalement la décision de l'assureur est confirmée parce que l'analyste s'aperçoit que les dispositions contractuelles de la police d'assurance ont bel et bien été respectées par l'assureur, mais certaines fois, ça peut être que d'expliquer d'une différente façon ou donner plus de détails pour que le consommateur comprenne mieux la décision finalement de l'assureur. Mais ça, en résumé, c'est toutes les étapes qui sont disponibles au niveau de la révision d'une plainte au sein de l'OAP. On a pensé, dans nos diapositives, on a 2 études de cas. C'est quand même intéressant avec le graphique pour voir concrètement qu'est-ce qui peut se passer au niveau de notre travail d'une révision de plainte. Alors, je vais me permettre de passer au travers un cas avec vous, même s'il y en a 2, ils seront accessibles. Donc, je pense en ligne, vous aurez accès au PowerPoint. Je ne comprends pas pourquoi tout bouge. Alors voilà. Alors ici, notre étude de cas, pour donner un petit exemple concret, à la première étape, donc, où il y a une demande qui est faite à l'OAP, Monsieur Luc apprend qu'il a un cancer de la prostate de stade 1. Il soumet donc une réclamation d'assurance. Son assureur refuse la réclamation, soulevant que ce type de cancer de stade 1 n'est pas couvert par sa police. Et ici, il s'agissait d'une police d'assurance maladie grave. Donc, la demande de Luc auprès de l'OAP serait ici catégorisée comme étant une demande de plainte à l'encontre d'une décision de son assureur qui concerne sa réclamation pour recevoir des prestations en vertu de sa police d'assurance. Lorsque Luc reçoit la lettre de position finale de l'assureur, il peut donc contacter l'OAP. Ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'évaluation de la responsable aux plaintes. Et ensuite, avec une lettre de position finale, on peut assigner le dossier à un analyste. En révisant le dossier, l'analyste aux plaintes, l'équipe apprend que le cancer de la prostate de stade 1 n'était effectivement pas couvert par la police d'assurance, mais apprend également que Luc n'a jamais reçu cette information de façon claire avant d'avoir reçu sa lettre de position finale, donc la décision de l'assureur. Lors de la prise d'effet de la police, la compagnie avait envoyé à Luc un document d'1 page seulement qui exposait les grandes lignes de sa police. Il n'incluait pas les informations complètes sur les maladies non couvertes par la police, ni les exclusions. Donc, habituellement, lorsqu'un consommateur souscrit une assurance, la compagnie envoie la police complète, une trousse d'informations, sinon, qui contient tous les détails de la police. Alors, l'examen de l'OAP, dans ce cas-là, a révélé que l'assureur n'a jamais envoyé cette trousse et c'est en raison d'une erreur administrative de leur part. Alors, par conséquent, l'OAP était d'avis que Luc pouvait raisonnablement s'attendre à ce que son cancer de type 1 soit couvert. Alors, la plainte a été escaladée au niveau d'un conciliateur et l'OAP a donc communiqué avec l'assureur et a recommandé de reconsidérer le paiement de la réclamation de M. Luc, étant donné l'erreur administrative et le fait qui était tout à fait justifié de conclure qu'une personne raisonnable aurait été sous l'impression qu'un cancer de la prostate soit couvert par la police d'assurance maladie grave. Alors, de bonne foi et de façon extra-contractuelle, l'assureur a accepté de payer la réclamation. Alors ensuite, il y a une autre étude de cas, mais elle sera donc disponible, comme je vous indiquais, dans les diapositives. Alors, je te cède la parole à nouveau, Glenn. Merci, Stéphanie.
Alors, pour résumer, c'est un service qui est disponible aux consommateurs qui offre une façon de résoudre ou de clarifier une position qui a été prise par un assureur face à une réclamation d'un assuré pour laquelle il n'y a pas eu une satisfaction complète de la part de l'assuré. Et au cours d'une année, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'activités chez nous dans le cadre de nos activités d'embout de service. Alors, voici quelques indicateurs clés pour l'année 21-22. Nous, on fonctionne sur une année financière qui se termine le 31 mars. Alors, au 31 mars 2022, l'année a dégagé 111 251 demandes qui nous ont été communiquées de la part de consommateurs. Sur ces 111 000 demandes, 108 000 étaient dans la catégorie des demandes d'aide aux consommateurs. Il y avait 1377 recherches de police et il y avait 1388 demandes qui figuraient comme des plaintes. Vous pouvez voir ensuite qu'à travers les plaintes, il y a eu 288 dossiers qui ont été... Oups! Je suis désolée, je ne touche même pas à ma souris, je ne sais pas ce qui se passe. Elle saute. Alors, il y a eu 288 dossiers où la révision de l'analyste aux plaintes a été effectuée et 12 qui ont été portés au niveau de l'enquête par un conciliateur. Alors, ça vous donne un peu un portrait de l'activité. Au niveau des faits saillants des plaintes fermées en 21-22, il y a eu 89 demandes, 12 révisions, une enquête, pour un total de 102 consommateurs pour qui les plaintes ont été résolues positivement après avoir demandé de l'aide à l'OAP. Et cela à travers une grosse quantité de demandes qui ont été évaluées, mais pour lesquelles soit qu'on a dû confirmer la position de l'assureur ou que ce n'étaient pas des plaintes qu'on pouvait recevoir parce qu'elles n'étaient pas complètes ou il n'y avait pas eu encore cette fameuse position finale de l'assureur. Alors, on vous parlait plutôt de cette idée de communiquer au public que ce service existe. On s'est rendu compte que même si ça fait 20 ans que l'OAP existe, elle est méconnue. Elle est méconnue des intervenants, elle est méconnue des consommateurs. Et nous, ce qu'on cherche à faire avec des moyens très limités, c'est de se servir d'occasions comme celle que Laure nous a offert aujourd'hui, de venir présenter de façon très sommaire qui est l'OAP, quels sont ses services et comment ça peut peut-être être intéressant de savoir que cet organisme existe pour offrir aux consommateurs des assurances de personnes un recours qui est un recours alternatif à celui des tribunaux. Parce que vous savez comme moi que si vous allez devant les tribunaux, ça peut être très long. Mais cela dit, il est important de noter que si vous venez à l'OAP avec votre plainte pour la faire considérer et qu'on la revoit, et si vous êtes insatisfait toujours de la conclusion à laquelle l'OAP est arrivée, vous avez toujours recours aux tribunaux si vous le jugez opportun. Alors, c'est une façon efficace, rapide aussi, parce que généralement, on peut recevoir et traiter des demandes dans 120 jours environ. Donc, c'est une façon assez rapide de traiter de la demande et obtenir un deuxième avis sur la position qui vous a été communiquée par l'assureur. Gratuite aussi. Et gratuite aussi, merci. Alors, pour essayer de sensibiliser les consommateurs, on fait des webinaires comme aujourd'hui, on a lancé d'autres activités d'éducation publique sur les plateformes numériques et il y a encore plus à venir. Alors, on est très intéressé à faire ce travail parce qu'on est là pour servir les consommateurs qui sont couverts par ces assurances de personnes et on cherche à mieux faire connaître l'organisme qui est là pour les servir. Alors, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, il nous fera plaisir d'y répondre dans la mesure où on a les réponses aujourd'hui, sinon on vous les communiquera. Mais un grand plaisir d'être avec vous et merci alors de cette belle invitation de pouvoir faire une présentation sommaire de l'OAP. Je vous remercie énormément pour votre belle présentation qui suscite quand même pas mal de questions. Je ne sais pas si vous aviez un autre cas, mais en tout cas, le cas que vous avez présenté était quand même assez intéressant et je crois va soulever quand même pas mal de questions. C'est sûr que on a des personnes avec nous, des personnes atteintes de cancer ou même des proches qui cherchent l'information. Et puis, oui, on aimerait bien aussi apprendre à mieux vous connaître.
J'avais quelques questions, donc en tout cas vous y avez répondu. Donc les délais pour avoir une réponse, vous parliez de 120 jours, c'est bien ça? On vous écrit directement par courriel et on peut s'attendre à une réponse de votre part dans les 120 jours? Hein? Généralement, c'est le cas. Alors, on reçoit beaucoup, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos demandes maintenant par les moyens électroniques, par le biais de notre site web. Alors oui, effectivement, dans la mesure où on a les informations en place, à compter du moment où on a pris le dossier en main, généralement, on est en mesure d'offrir une réponse dans les 120 jours. Certains dossiers qui seront plus complexes, qui seront et feront exception à la règle, mais c'est les standards qu'on cherche à suivre pour donner un service efficace et rapide aux consommateurs qui se tournent vers nous. Parfait. Puis, là, comme disait Maître Robillard, c'est un service qui est entièrement gratuit. Puis, ça aussi, puis je lis dans le clavardage que c'est un soulagement pour énormément de personnes qui ont des difficultés à avoir recours à une aide juridique gratuite en ce sens. Alors, définitivement, c'est apprécié. Le cas numéro 1 était, vous disiez qu'on pouvait s'attendre raisonnablement à ce que le cancer du monsieur, soit couvert. Mais qu'est-ce qui se passe justement si l'assureur n'est pas de bonne foi et refuse de payer la réclamation? On continue à aller dans l'échelle. Quel est le pouvoir? Parce que l'OAP donc a un pouvoir de recommandation, recommande, mais elle est où la limite entre on peut exiger, comment on peut, si vraiment l'assureur est en tort, comment la personne qui réclame quelque chose peut aller jusqu'au bout? Est-ce que vous faites ça aussi de manière gratuite ou à un moment vous vous arrêtez dans la trajectoire? C'est une excellente question. Je commençais rapidement, mais je cédais la parole à Stéphanie. Vous avez entièrement raison. Si l'assureur décidait, dans le cas de Luc, de ne pas vouloir faire honneur, même si c'est extra-contractuellement, à la recommandation ou à la position qu'a mis de l'avant l'OAP, il peut le faire. Mais il est possible encore pour l'OAP d'aller à la prochaine étape et d'escalader de nouveau. Et si vous regardez les 20 ans d'histoire de l'OAP, lorsque une recommandation provient du 3e et dernier niveau, dans 100% des cas, les assureurs ont accepté les recommandations. Alors, il n'y a aucun cas où ils n'ont pas accepté. Mais ça demeure non exécutoire. Alors, c'est véritablement parce qu'ils ont souhaité se rendre à l'évidence que l'OAP a mis devant, leur a soumis, qu'ils l'ont accepté. Stéphanie? Veux-tu ajouter quelque chose? C'est ça, en fait, oui, tout à fait. C'est du fait que nous ne sommes pas, on n'est pas décideur, on n'est pas juge, on n'est pas arbitre. Donc, c'est pour ça que c'est non exécutoire. Puis la question aussi, faut bien préciser, on ne donne pas d'avis juridique comme tel. Alors, c'est pas un processus judiciarisé du tout où il y a des opinions juridiques qui sont données, ou plutôt pas un processus judiciarisé, mais je veux dire, c'est pas comme si on consultait un avocat où on défend la cause d'une partie ou de l'autre. Alors, faut pas oublier le côté tout à fait indépendant et impartial de nos services. Alors, on n'est pas là pour prendre le parti ni du consommateur ni de l'assureur. C'est vraiment un regard totalement impartial et indépendant. Et on doit aussi s'en tenir au contrat, aux dispositions contractuelles. Alors, là, c'est un petit exemple où des fois, c'est vraiment, ça dépend, c'est du cas par cas, ça dépend des faits, ça dépend de où il peut avoir une certaine ouverture et latitude au niveau de l'assureur quand on s'aperçoit que en fait, il y a quelque chose qui manque. Là. Il y a des morceaux qui manquent au casse-tête. Alors, c'est là où des discussions peuvent être entamées. Et dans un cas comme ça, il y a eu ouverture de l'assureur extra-contractuellement à offrir quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça, mais oui, effectivement, c'est une étude de cas réel et c'est une possibilité. Mais il faut toujours quand même s'en tenir au contrat puis à voir si les dispositions contractuelles ont été respectées. Merci beaucoup pour votre réponse. Puis,
on peut dire aussi que l'OAP, vous êtes des médiateurs, en fait. Vous êtes le recours, justement, non juridique avant que ça escalade plus loin, etc. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on sache là que les gens qui vont vous contacter, non seulement ça va être, c'est gratuit, ils peuvent avoir des conseils, de l'information, mais ça peut être aussi la première et la seule étape pour résoudre un conflit avec un assureur. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup de vous contacter, en fait, vraiment. Vous êtes là pour aider et ouais, vous êtes des médiateurs. Et comme on le disait tout à l'heure, si la décision de l'OAP, le consommateur est toujours insatisfait, il peut toujours continuer son cheminement avec, que ce soit aux petites créances, si c'est dans les limites monétaires des petites créances ou devant une autre cour au Québec ou même devant l'autorité des marchés financiers. Il peut continuer ses démarches à ce niveau-là. Est-ce que vous avez c'est difficile, j'allais dire, est-ce que il y a des cas que vous avez le plus souvent, mais c'est difficile comme ça, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des domaines, est-ce que c'est vraiment particulier, ça peut être tout et n'importe quoi, ou vous avez des champs d'expertise, par exemple, est-ce que vous avez des gens en santé, justement, j'imagine que vous avez des personnes atteintes de cancer, justement comme le cas que vous avez présenté avec Luc. Donc, vous avez cette expertise-là aussi, j'imagine? Mais on a vraiment de tout type de plaintes, vraiment, au niveau des assurances de personnes, que ce soit en assurance vie, assurance voyage et ça en assurance soins de santé. Donc, que ce soit des réclamations pour invalidité ou pour des réclamations de soins qui ont été comme de soins dentaires ou de soins autres médicaux. Ça peut être tout autant. C'est vraiment de tout, là. Maladie grave, on a tous ces types de plaintes-là. Alors, la spécialité est les assurances de personnes, comme tel, je pourrais dire. Vraiment. Excellent. Je voulais aussi vous lire les commentaires sur le chat de Nancy qui vous remercie, qui dit merci beaucoup, juste de savoir que vous existez est un soulagement. Alors, définitivement, je crois qu'on a répondu aux attentes et j'ai une autre participante qui vous remercie beaucoup de votre présentation. Alors, voilà. Ça fait plaisir. Oui. Est-ce que vous aviez d'autres, je vois Nancy qui nous fait le petit pouce. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le chat ou sinon nous allons clore ce webinaire. Et puis, je tiens quand même à remercier personnellement Maître Robillard et Monsieur O'Farrell de s'être joint à nous pour ce webinaire très intéressant. Et on va mettre en ligne ce webinaire pour celles et ceux qui souhaitent le revoir. Merci beaucoup de vos questions. Et on se dit à un prochain webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.